Bienvenue à cette conférence sur la séduction. Nous avons le privilège d'avoir Mylène Leroy qui va nous soutenir sur le thème de la séduction. Alors, Mylène, je te cède la parole pour que tu puisses te présenter à notre groupe pour ceux et celles qui n'ont pas encore le privilège de te connaître. Ok, merci Mélanie. Alors, bonsoir ou bonjour à tous. Donc, Leroy Mylène, comme vient de me présenter Mélanie. Alors, je suis sexologue clinicienne, psychothérapeute, conseiller en genre et sexualité. Et je vais vous parler, donc, comme prévu, de la séduction. Je vais aborder aussi le thème de l'antiséduction. Vous comprendrez au fur et à mesure pourquoi ce thème est aussi important pour mieux aborder le thème global de la séduction. Alors, pour revenir un petit peu sur mon parcours, moi, je me suis installée il y a à peu près une quinzaine d'années. Actuellement, je suis à Clermont-Ferrand, donc en libéral. J'ai été formée au sexo-corporel, en tout cas, j'ai commencé à être formée au sexo-corporel il y a environ une quinzaine d'années. Donc, j'ai eu la chance, le privilège de rencontrer Jean-Yves Desjardins. Et puis, j'ai continué au fur et à mesure du temps à me former en sexo-corporel. Et puis, c'est aujourd'hui un cadre d'analyse qui me sert au quotidien dans ma pratique en sexo. Et même, j'allais dire, je l'utilise aussi en psycho. Alors, déjà, sur un plan étymologique, le mot séduction, ça vient du latin seducere, qui signifie détourner du droit chemin. Elle a une connotation un petit peu négative. Ça renvoie à la signification égarer, abuser, faire tomber dans l'erreur. Dans le langage du sexo-corporel, la séduction, elle est au contraire extrêmement positive. Elle renvoie à des notions notamment comme observer, envoyer des signaux positifs avec l'idée de plaire, avec l'idée de persuader, se rendre désirable. Alors chez certains, l'art de la séduction semble être inné. Mais même si certaines personnes présentent des facilités au départ, l'art de séduire est surtout la résultante d'expérience et d'apprentissage. Pour le sexo-corporel, la séduction est un art en fait qui s'apprend. C'est celui d'élaborer des stratégies pour susciter l'intérêt et amener l'autre à avoir envie de répondre aux besoins préalablement identifiés du séducteur ou de la séductrice. Alors, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelque temps sur des définitions. Ça me semble important qu'on ne soit pas dans les amalgames. Et je vais vraiment vous parler de petites différences à faire pour qu'on se comprenne bien pendant cette conférence. Alors, tout d'abord, il est important de ne pas confondre le terme de séduisance et de séduction. Alors, qu'est-ce que la séduisance? Eh bien, la séduisance, c'est ce qui correspond aux critères sociaux de beauté liées à l'apparence, à la morphologie, à la mode, à l'esthétisme. On peut correspondre en fait aux critères de beauté sans pour autant maîtriser l'art de la séduction. On peut en fait être une personne séduisante, mais pas forcément séductrice. À ce titre, on peut d'ailleurs parler de coquille vide. Il y a le contenant sans le contenu. Dans la séduction, le séducteur ou la séductrice va en fait développer des habiletés de séduction. Il ou elle peut être attiré par des regards, par une gestuelle, par des attitudes, par une manière d'être, par une personnalité, et notamment par sa capacité à observer, puis à agir dans un bon timing, ou en tout cas, c'est ce qu'on peut penser au moment où on le vit. Et ce, sans nécessairement correspondre physiquement, vous l'aurez compris, au dictat de la beauté. Il me semble important aussi de faire d'autres distinctions, notamment une distinction entre la séduction personnelle et ce qu'on va nommer la séduction masculine ou la séduction féminine. Alors, pour ce petit recadrage cognitif, qu'est-ce que la séduction personnelle? Eh bien, elle implique une bonne assertivité. Alors, pour revenir sur ce terme, qu'est-ce que l'assertivité? Eh bien, c'est assumer ce que l'on est, c'est aussi assumer ce que l'on fait, ce que l'on dit, dans le respect de sa propre personne et de celle des autres. Ça implique donc une bonne maîtrise de soi,
et une intention, j'allais dire, de s'inscrire dans une demande positive. Donc la séduction personnelle, pour y revenir, implique donc une bonne assertivité personnelle et ou professionnelle. C'est en fait séduire son entourage, à commencer par soi-même, sa famille, ses amis, ses collègues, pourquoi pas des inconnus, sans qu'il n'y ait de connotation amoureuse ou sexuelle. Si on s'arrête un peu sur la séduction dite masculine, elle implique, elle, donc une bonne assertivité personnelle et sexuelle en tant qu'homme. Par exemple, une bonne centration, en particulier dans son bassin, dans sa démarche, un regard franc, une poignée de main ferme, une voix posée, etc., peuvent signifier une bonne assertivité dite masculine. Pour ce qui est de la séduction dite féminine, elle va supposer, donc vous l'aurez compris également, une bonne assertivité personnelle et sexuelle en tant que femme. Et là, on va avoir comme repère, j'allais dire, peut-être une gestuelle un petit peu plus fluide, en courbe, tout en gardant toujours cette belle posture de centration et évidemment aussi une gestuelle, une démarche, etc., j'allais dire, suffisamment alignée. Il peut y avoir des mouvements qui vont être des mouvements moins carrés, un peu plus décentrés, entre guillemets, dans l'idée de la fluidité, pas décentrés dans l'idée de l'ancrage, avec des mouvements un petit peu plus lascifs. Un autre petit recadrage cognitif, c'est la différence qui est importante à faire entre la séduction amoureuse et la séduction sexuelle. On y reviendra, vous verrez, au fur et à mesure de cette conférence. Alors, la séduction amoureuse, elle va se manifester dans le haut du corps. On va avoir, par exemple, les yeux plongés dans le regard de l'autre, des sourires, des mouvements de la main dans les cheveux, des effleurements vis-à-vis de l'autre, des mouvements de tête, des inclinations du haut du corps, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans cette séduction dite affective ou amoureuse, on va mettre en avant le haut du corps pour envoyer ce qu'on peut appeler de bons signaux, pour que ce soit potentiellement bien compris, bien indiqué par celui qui est en train d'essayer de séduire, mais bien compris aussi par celui qui est censé ou celle qui est censée recevoir. Pour ce qui est de la séduction sexuelle, là, ça va bien sûr se passer plutôt dans le bas du corps, par des mouvements de bassin, de jambes. On va par exemple retrouver cela dans un corps à corps, par exemple au moment d'une danse, au moment d'une approche. Le regard va être un petit peu plus large, on va être moins basé sur le haut, mais on va peut-être s'autoriser à laisser le regard se porter sur le corps dans son entière structure. On peut avoir donc une exploration de l'autre, un petit peu plus vaste, un petit peu plus large. La séduction à ce moment-là, elle peut être un petit peu plus subtile. Alors, ça peut être à travers une manière de se présenter, avec un décolleté, avec une posture un peu cambrée, avec une main qui va attirer le regard de l'autre sur une partie du corps qu'on essaie de mettre en avant. Ou ça peut être aussi une séduction un petit peu plus directe, notamment la danse dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être des regards un petit peu plus insistants. Ça peut être une main qui va s'approcher près de la bouche pour signifier quelle est notre envie ou quel est notre besoin à ce moment-là. Évidemment, les contextes vont jouer et les partenaires vont jouer également sur les différents types de séduction que l'on va pouvoir mettre en place, avec évidemment toujours l'idée d'un degré en fonction de la réceptivité et de la capacité de chacun. Une dernière petite distinction me semble également importante, c'est la séduction dans l'accroche et la séduction, on va dire, du quotidien. La séduction dans l'accroche, c'est ce qui correspond à la séduction dans les premiers moments de la rencontre, les premiers regards, les premières paroles, les premiers gestes que l'on peut avoir l'un vis-à-vis de l'autre. La séduction au quotidien, finalement, ça correspond à la séduction dans la durée, dans la séduction, j'allais dire, qui va être un petit peu plus présente quand le couple est un petit peu plus installé, qu'on vive ou pas ensemble d'ailleurs. La séduction au quotidien, l'idée, c'est d'essayer de la maintenir, de maintenir un attrait affectif et ou sexuel en fonction des besoins de chacun, malgré le temps qui passe. Alors, que ce soit dans l'accroche
ou dans le quotidien, il faut quand même avoir conscience que la séduction, elle ne va pas être complètement différente. J'entends souvent, notamment en consultation, l'idée qu'on ne se drague plus quand on est en couple, sous prétexte que ce serait différent, qu'il y aurait certains acquis et qu'on devrait avoir une séduction un peu différente. Eh bien non, c'est une erreur de penser comme ça, c'est une croyance. Il n'y a pas tant de différence que cela. Alors, que l'on soit dans une relation durable ou pas, savoir communiquer via la séduction est une habileté importante qui consiste à être capable donc d'exprimer son besoin à l'autre de façon positive. L'habileté de séduction, ça consiste à communiquer dans le but de répondre à son besoin, mais sans forcément l'exprimer de façon explicite. Cela relève donc d'un véritable art de la communication et il n'est pas forcément évident pour tout à chacun, comme je vous le disais tout à l'heure, de le mettre en place. Il n'est pas question de manipuler l'autre, mais simplement de savoir se montrer désirable, simplement entre guillemets, aux yeux des autres, désirable amoureusement et ou sexuellement. Cette compétence, en fait, c'est un atout précieux à tout couple qui veut durer. C'est une notion importante qu'il faut pouvoir, j'allais dire, continuer à mettre en place et pourquoi pas, si vous êtes thérapeute, l'amener en termes de sujets importants, de notions importantes, parce que souvent, il y a des manques, voire des incapacités, des impossibilités à mettre la séduction en place. Alors, qu'est-ce que séduire ? Eh bien, séduire, c'est élaborer la stratégie nécessaire, ou en tout cas celle qui nous semble être la bonne stratégie, pour que l'autre adhère à nos besoins, qu'ils soient encore une fois affectifs et ou génitaux. De manière plus spécifique, elle va se mettre en place via différents stades. Alors, le premier stade, c'est l'identification de son besoin. Il faut, pour être déjà au clair dans la séduction, savoir quelle est ma propre envie. Est-ce que j'ai une envie sexuelle ou affective, amoureuse ? Peut-être les deux. La mise en action en fait, d'une démarche de séduction va découler d'une observation préalable de soi, mais aussi de l'autre. Ça, on y reviendra par la suite. Cette observation de soi, qui est axée essentiellement autour de l'identification de son besoin personnel à un moment donné, va nous permettre de définir la stratégie à adopter pour répondre aux besoins identifiés. Les besoins d'une personne peuvent évoluer au fur et à mesure du temps, même au fur et à mesure d'une même journée ou dans un laps de temps qui peut être encore plus court. Alors par exemple, ça peut être celui d'un homme ou d'une femme qui a un besoin plutôt génital dans un début de relation et qui va petit à petit se teinter d'une polarité un petit peu plus affective à la suite d'une rencontre décisive. Ça peut être aussi celui d'un couple qui, dans la même semaine, dans la même journée, aura une relation, par exemple, sexuelle suite à une séduction qui aura été mise en place sur le plan purement génital et qui aura une autre approche, une action, j'allais dire, de séduction un petit peu différente, plus amoureuse, pour satisfaire ce besoin relationnel à ce moment précis. Alors, identifier son besoin, ça paraît simple dit comme ça, mais ce n'est pas toujours évident parce que ça suppose, en préalable, d'avoir plusieurs habiletés. Concrètement, il faut savoir déterminer la polarité de son besoin, donc faire un petit retour sur soi à l'instant T pour savoir de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin. La deuxième chose, c'est de savoir s'ancrer et se centrer corporellement pour pouvoir mieux agir. La troisième chose, c'est d'être conscient de soi-même en vue d'aller vers l'autre. Et la quatrième chose, c'est d'être conscient de ses représentations sociales et de ses croyances. Évidemment, ça peut demander d'être revu au moment, j'allais dire, d'une approche avec un inconnu ou une inconnue. Ça peut demander d'être rééquilibré au fur et à mesure du temps dans un couple, suite à des événements de vie X ou Y, où on a pu évoluer de soi à soi, de soi à l'autre, l'image au sein du couple évoluant au fur et à mesure du temps. Le deuxième stade, j'allais dire, de cette stratégie au niveau de la séduction,
c'est de rechercher une congruence avec la personne ciblée. Est-ce qu'elle correspond vraiment à mes attentes? Est-ce que physiquement, socialement, au niveau de l'affect, cette personne ciblée va pouvoir combler en quelque sorte mes besoins et ou mes envies? Est-ce qu'elle fait naître en moi réellement le désir qui m'appartient? Donc là aussi, ça demande d'être assez observateur, de prendre le temps d'observer le contexte, les attitudes de l'autre, pour pouvoir être sûr qu'on va agir de la bonne manière, entre guillemets. Encore une fois, si son besoin est d'ordre affectif, la stratégie va viser à se rendre amoureusement attirable. Si le besoin est d'ordre génital, eh bien la stratégie visera à se rendre sexuellement désirable. Le troisième stade de la séduction, c'est observer les attentes de l'autre. Je suis au clair sur mon besoin. Je pense que la personne qui est en face de moi, que je connais ou que je ne connais pas, pourrait répondre à ce besoin, mais qu'en est-il du sien? Parfois, on a la sensation que l'idée positive d'aller vers l'autre va forcément faire plaisir à l'autre. Pas forcément. Dans quel état d'esprit se trouve mon ou ma partenaire? Dans quel état d'esprit se trouve cette personne qui est en face de moi? Je ne le sais pas forcément. Donc, il faut pouvoir observer ses attitudes et savoir au fur et à mesure du temps si il ou elle recherche la même chose que moi. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Bien pour ça, je vous invite en fait à prendre le temps de repérer via des comportements, via des attitudes, ce qui pourrait vous permettre de vous trouver dans une possible bonne stratégie. Les sourires fréquents, par exemple, les regards réguliers ou plus appuyés, les pupilles qui vont se dilater, les sourcils qui vont se lever, qui vont montrer l'expression d'un intérêt, la personne qui va humecter ses lèvres, la personne qui va se caresser les bras, les cheveux, la nuque, les femmes qui vont par exemple croiser, décroiser leurs jambes, les hommes qui vont poser leurs mains sur leurs hanches, sur leurs cuisses. Tout ça, ça peut être des invitations en termes de lecture corporelle sur l'idée d'un message non verbal. S'il y a un échange verbal, on peut faire attention aux questions qui vont être posées par cette personne, aux questions que moi-même, je peux poser. On va faire attention aux mots qui vont être judicieusement choisis par nous, si on est dans la séduction, mais aux mots aussi en retour qui peuvent être prononcés. Si j'ai une envie, par exemple, génitale et que j'ai en face un retour, imaginons un couple établi, des petits mots plutôt très doux, très amoureux, bon, comment l'attirer, entre guillemets, dans mes filets, toujours de manière positive, bien sûr, en changeant moi-même d'attitude pour que l'autre puisse, au fur et à mesure, répondre à mes besoins. Les paroles peuvent être valorisantes, positives, charmantes, pour pouvoir modifier petit à petit le discours de la personne qui est en face de moi et l'amener petit à petit dans cette idée de la séduction. La voix peut se faire plus douce, plus ferme, plus osée, les mots également, pour laisser transparaître l'intérêt que l'on a pour cette personne et les charges émotionnelles qui peuvent être présentes quant au type de séduction que l'on aura choisi à ce moment-là. Le quatrième stade, c'est l'élaboration donc de la stratégie elle-même. Donc, on va parler plutôt d'une mise en action. C'est vraiment l'idée de débuter une approche dite de séduction et recommencer peut-être X fois si le plan n'était pas celui qui était à même de correspondre à notre besoin, voire aux besoins de la personne qui est en face de nous, ou peut-être dans une situation de célibat, par exemple, de changer de cible, en quelque sorte, de changer de partenaire pour pouvoir remettre en place le besoin et la séduction que j'avais pu choisir ou qui était la mienne, qui était mon désir en premier lieu. Alors, il est intéressant donc d'adapter sa stratégie d'interaction selon les observations, vous l'aurez compris, et le niveau d'ouverture observé chez l'autre, que ce soit intellectuel, affectif, sexuel.
à travers donc le langage verbal et le non-verbal. Par exemple, dans le cas d'une observation d'une ouverture à prédominance affective ou amoureuse, on peut mettre l'accent sur une communication qui va jouer, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les attributs du haut du corps, les sourires, les regards répétés sans qu'ils ne soient trop intrusifs, trop insistants, la mobilité de la tête, la gestuelle des bras, des épaules, qui vont créer en quelque sorte l'accueil au niveau du haut du corps, au niveau affectif, et qui vont amener une forme de chaleur, une forme d'enveloppement. Si on est sur une observation et une ouverture à prédominance génitale, là, on va faire peut-être un petit peu plus attention à s'habiller de manière un peu plus sensuelle, voire aguichante, de sorte à provoquer un intérêt, de sorte, j'allais dire, à pouvoir séduire avec des attributs notamment dits sexuels, en accentuant sur la courbe, sur les courbes d'ailleurs, sur les creux. Ça peut être les creux, j'allais dire, au niveau des hanches, par exemple, au niveau des seins, du ventre, des cuisses, etc., qui peuvent mettre en valeur une femme. Ça peut être aussi montrer une pilosité, montrer une musculature pour les hommes. L'idée, c'est d'essayer aussi, au niveau de cette séduction un petit peu plus génitale, d'essayer de mettre en place une forme de sensualité. Se mouvoir en lenteur. Il faut savoir que la sensualité, c'est assez en lien avec l'idée de la lenteur, de prendre son temps. On peut amener cela avec une grande mobilité du bassin, avec l'idée de quelque chose qui puisse amener tranquillement l'intérêt de l'autre. On peut commencer à communiquer avec des attributs du bas du corps, dans l'idée d'un non-verbal, en travaillant sur, encore une fois, le croisé des jambes, en mettant toujours en valeur ces creux, et d'amener, j'allais dire, une connotation génitale qui va amener au fur et à mesure du temps des mots qui vont être associés à un langage corporel assez explicite. En fait, l'idée, c'est d'élaborer une stratégie. Et élaborer une stratégie, ça consiste à coordonner des actions et à manœuvrer habilement afin d'atteindre un but. Avant d'agir, cela suppose donc d'avoir bien conscience et de tenir compte de deux réalités essentielles qui sont d'une part la disponibilité de l'autre à chaque instant et d'autre part l'existence de stéréotypes sociaux souvent incontournables dans les jeux de séduction. C'est vrai que quand je vous parle de féminité et de masculinité, il peut y avoir un petit côté un petit peu cliché, mais dans les faits, on sait qu'il va y avoir des signaux, des codes, avec un aspect un petit peu plus animal, un petit peu plus, j'allais dire, biologique presque, qui vont se mettre en place pour pouvoir se comprendre quand il s'agit évidemment d'un cadre un petit peu plus hétéro. Alors, une fois que ces aspects-là sont pris en compte, à la fois la disponibilité et à la fois la capacité que j'ai à me montrer, à habiter mon corps de femme, et pour un homme à habiter mon corps d'homme, la stratégie de séduction, elle va passer par un art de la communication, sous toutes ses formes. Un art qui va pouvoir aussi se mettre en place dans un jeu de distance. Alors, pour renforcer sa capacité de séduction, la rendre réaliste et réalisable en début, mais j'allais dire surtout pendant une relation, il est essentiel d'être très au clair sur les comportements d'antiséduction qui peuvent, eux, empêcher au fur et à mesure du temps, voire annihiler complètement la séduction qu'on aimerait mettre en place. Beaucoup de couples parlent du fait de perdre un petit peu cet instinct-là, comme s'il y avait quelque chose de complètement acquis ou d'inné, alors que dans la réalité, il est toujours possible de redynamiser l'idée de la séduction, mais il faut faire très attention sur son quotidien, à ne pas se laisser emporter par ces comportements d'antiséduction. Évidemment, le vivre ensemble
mais ce n'est pas forcément toujours des moments très glamour. Hein. On a sur du quotidien des passages à vide, des conflits, des moments qui ne sont pas forcément très évidents sur le plan de la séduction au sens très large du terme. Mais si déjà on arrive à comprendre, à repérer quels sont les comportements d'antiséduction, on peut réussir au fur et à mesure du temps à les neutraliser un maximum pour pouvoir induire tranquillement l'idée de la séduction. Alors, l'antiséduction, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'expression de la frustration à l'autre sous forme de critique verbale ou de gestes non érotiques et non invitants. C'est l'expression, en fait, paradoxale du besoin à combler. C'est en fait une merveilleuse stratégie pour ne pas répondre aux besoins affectifs et ou génitaux du ou de la partenaire. À travers cette dynamique d'anti-séduction qui est souvent très inconsciente, il va y avoir une amplification de la déception, de la colère, de l'hostilité vis-à-vis du ou de la conjointe qui va se dessiner et prendre place, qui va s'ancrer malgré nous. Et elle peut tuer à terme toute forme de désir. Alors, je vais vous amener à voir certains repères par rapport à cette anti-séduction pour que vous puissiez justement bien cibler, bien repérer et bien travailler, que ce soit pour vous ou en tant que thérapeute. Alors, on a notamment le silence pour commencer. Le silence, eh bien, c'est un mutisme, c'est une forme de communication finalement assez violente au sein du couple. Il peut y avoir derrière cela un souhait de non-relation, une attente de l'un ou des partenaires, ou encore, j'allais dire, une colère. Le ou la partenaire est amené à douter finalement de la réciprocité des sentiments amoureux et ou du désir sexuel. Ne pas réagir, ne pas intervenir, c'est laisser en fait l'atmosphère se charger de scepticisme pour l'avenir. Le complice est brisé sans même que l'autre n'ait à ouvrir la bouche. L'attachement est nié, laissant la place aux fantasmes, des fantasmes noirs d'ignorance et d'indifférence. Et le mutique peut même partir, j'allais dire, pendant qu'on lui parle, sans dire ni où il va, ni quand il va revenir. C'est finalement pour celui qui est dans l'attente une ultime provocation, car il peut laisser l'autre submergé d'émotions, évidemment souvent des émotions négatives, voire des pensées contradictoires, confuses, douloureuses, qui vont se heurter au fur et à mesure du temps les unes aux autres et qui vont laisser le couple dans une, on va dire, dans une difficulté, pas forcément une incapacité, mais une difficulté à communiquer et à entrer dans la séduction. On peut repérer également la bouderie. Alors bouder, eh bien, c'est un moyen de communiquer, malgré les apparences. Parfois, la bouderie va se manifester par des bougonnements, par des marmonnements, des grognements, et c'est souvent incompréhensible pour la personne qui l'observe. Malgré l'apparence extérieure négative, par exemple une mine renfrognée, une impression d'enfermement, un refus de dialogue, le boudeur ou la boudeuse va essayer paradoxalement d'établir un retour au dialogue avec l'autre, mais sans en montrer les apparences. C'est en fait une manière d'attirer l'attention sur son mal-être pour que l'autre revienne vers lui ou vers elle. La personne boudeuse choisit de s'isoler par cette voie et en faisant ce choix, elle est donc finalement beaucoup moins démonstrative et ne communique plus, voire presque plus. On a aussi la notion d'attente, la notion d'espoir qui est à regarder d'un petit peu plus près. Attendre que l'autre agisse ou interagisse peut être confortable, mais peut aussi devenir un refuge régressif qui tient les partenaires à distance de leur responsabilité. À trop se replier, le risque est en fait de perdre sa propre couleur et de se désintéresser de celui ou de celle qui est tombée sous le charme d'une personnalité spécifique. Si l'espoir est présent, il faut pouvoir se montrer explicite dans sa demande, obtenir
c'est agir. On a aussi, comme repère à observer, l'idée de non-transparence dans l'antiséduction. Ne rien laisser transparaître, c'est laisser l'autre libre d'interpréter, de supposer. L'individu opaque peut varier du désarroi à la satisfaction en fonction de sa propre confiance, mais le ou la partenaire va finalement mener seul la danse. Et l'indifférence amoureuse finit généralement par être source de frustration. Alors, quand le désert des activités ou, j'allais dire, des appréciations communes se fait sentir, il peut y avoir des doutes quant à l'affect engagé. Et à nouveau, la séduction va être mise à mal. Plusieurs types de réactions peuvent se faire sentir en retour. On peut avoir un énervement, même silencieux, une colère. Il peut parfois y avoir une tentative de dialogue, mais il faut rappeler à la personne qui est dans cette indifférence que ce sont aussi les attentions à l'autre qui vont faire naître le désir affectif et ou sexuel mutuel. Le couple en a besoin. Un autre repère à avoir, c'est l'idée de la distance. Le fait d'être très éloigné, trop éloigné, ou le fait de trop coller son ou sa partenaire. Les jeux de distance sont source de construction personnelle. Ce sont des choses qui peuvent être très intéressantes sur le plan de la séduction, mais mal maîtrisées, ils peuvent être aussi une fuite de la responsabilité. Être responsable, c'est assumer l'individualité de chacun et c'est chercher dans la durée la voie d'une bienveillance, d'une gratitude mutuelle. Se vivre homme ou se vivre femme de manière responsable, c'est finalement aimer son indépendance tout en formant un couple de partage. C'est savoir s'écouter, c'est savoir se ressourcer et nourrir son ou sa partenaire. On parle d'ailleurs d'indépendance parce qu'il est important d'aller se ressourcer en dehors du couple pour mieux venir ressourcer le couple lui-même. La présence et la tempérance sont finalement des qualités essentielles, là où la recherche de fusion peut rimer avec dépendance affective et ou sexuelle. Si la distance est trop extrême, dans les activités, les relations sexuelles, les centres d'intérêt, l'affection ou la séduction, le couple ne peut pas créer de lien suffisant pour se projeter. À l'inverse, si les conjoints ne veulent pas vivre des espaces-temps séparément, c'est l'étouffement assuré, avec tout au mieux un partage qui va être uniquement émotionnel. On va parler de couple fusionnel. Vivre dans la même bulle ne crée aucun manque, donc aucun désir sexuel ou d'élan affectif. Un autre repère important, intéressant, ce sont les enjeux de pouvoir. Les jeux de pouvoir constituent la pathologie du nous. C'est la pathologie du nous la plus fréquente. C'est ce qu'on va souvent retrouver en consultation. Ce sont des comportements employés pour avoir une emprise ou un contrôle sur une autre personne. Une personne cherche ainsi à faire ou à faire dire ou à imposer sa pensée ou à faire ressentir à l'autre ce qu'elle veut qu'il ou qu'elle fasse, dise, pense ou ressente contre sa volonté ou à son insu. Les jeux de pouvoir empêchent l'expression libre des vulnérabilités, des croyances, des désirs et vont générer des relations de dépendance ou de conflit. Ils vont s'opposer à la coopération, ne permettant pas le développement de l'autonomie. Ces enjeux de pouvoir sont la manifestation la plus classique finalement de la manipulation, d'ailleurs plus ou moins consciente, mais cette dernière peut largement dépasser le cadre des jeux de pouvoir. Pour certaines personnes, elle va devenir même un mode de relation conscient et structuré. On ne va fonctionner que dans cette idée de manipulation. Les jeux de pouvoir peuvent dès lors créer des relations de domination et donc, vous l'aurez compris, de dépendance. Un autre repère d'antiséduction important, c'est le fait de dévaloriser ou de juger. La personne qui va dévaloriser les autres, critiquer régulièrement, fait culpabiliser, change
si la personne change souvent d'avis, si la personne change souvent d'attitude, si elle ment, si elle est jalouse, elle va être avant tout dans une forme de malveillance à son égard. Et à l'extrême, l'objectif de l'individu dévalorisant est de faire perdre tout pouvoir ou toute liberté au partenaire ou à la partenaire. Il lui fait perdre confiance en lui ou en elle, puis va l'isoler en créant au fur et à mesure une dépendance affective, financière, voire sociale. La victime perd ainsi sa liberté et devient totalement soumise à l'autre. Un autre repère qu'on peut avoir dans l'antiséduction, c'est le sarcasme, le mépris. Le mépris au sein du couple, eh bien, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des surnoms désagréables, ça peut être des expressions faciales, ça peut être des gestuelles un petit peu agressives. Les démonstrations du mépris créent en fait un manque de confiance et d'insécurité chez le ou la partenaire. Rares ou régulières, elles viennent en fait heurter le bien-être de l'individu au sein de son couple. Ça vient heurter l'image que l'on a de l'autre et puis la sécurité qu'on va ressentir au sein de ce couple. Un autre repère est le rapprochement par dépit, qui peut être présent pour éviter de se sentir, par exemple, coupable. Après une tromperie mal vécue, parce qu'il ou elle fait du chantage affectif, parce qu'il y a une peine ou une difficulté à quitter l'autre, parce que c'est confortable, parce qu'il y a des enfants, certaines personnes vont rester par dépit. Ils vont donner l'impression aux autres pourtant d'être très heureux et sont même parfois enviés par leur entourage, j'allais dire pour un bonheur qui paraît être un bonheur apparent. Rester par défaut va désactiver l'essence même du couple, même intime. Les partenaires y trouvent un mélange de sécurité, un mélange de confort. Tant que chacun y trouve des bénéfices variés, le couple va pouvoir perdurer, mais on va être évidemment dans quelque chose de très complexe sur du long terme. À terme, c'est plutôt l'idée d'une cohabitation plus ou moins dorée qui va se dessiner. Et rester dans ce cas, c'est délaisser ses propres besoins, ses désirs de vie, et la séduction, encore une fois, est très éloignée des objectifs du quotidien. On a également comme repère à avoir en tête l'usure perceptive. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le temps peut faire passer la notion d'acquis pour une fatalité. Il peut modifier l'image que l'on a de l'autre. Elle peut devenir banale, fissurée, voire insupportable. Si le couple ne cultive pas une attention particulière de sentiments amoureux et de désirs sexuels, le train-train quotidien, j'allais dire vraiment pour le coup, pour les couples installés, va prendre place. La sensation de ne plus exister pour l'autre va prendre le dessus. La routine va s'installer, les mauvaises habitudes peuvent jouer des tours malgré un amour fort. On peut oublier des dates importantes pour l'autre, il peut y avoir un manque d'attention, de dévalorisation ou de tendresse. Sans ces fondamentaux, il est difficile de lutter contre la lourdeur du quotidien. Il est alors essentiel que les partenaires fassent le point sur leurs attentes respectives et actuelles, réalistes et réalisables également, afin de faire le bilan de ce temps passé ensemble. Que perçoivent-ils d'eux-mêmes et de l'autre? On a également comme repère le conflit dans une relation amoureuse, investie par les deux partenaires, l'intimité est dévoilée, le quotidien est partagé, ce qui va créer d'hypothétiques moments d'agacement et de friction. Les disputes ne sont pas obligatoires et ne sont pas forcément un signe de bonne santé du couple. On peut, sans problème, manière de parler, essayer de passer à côté s'il y a une bonne communication. Répéter ces conflits vont amener à considérer l'autre comme son ennemi et non plus comme son ami. Il va d'ailleurs arriver que les partenaires cherchent des raisons de se faire une scène uniquement pour pouvoir se disputer ou faire du mal à l'autre. On a également comme repère l'approche corporelle directe. Alors,
C'est une technique qui a plutôt à la base un potentiel de réussite intéressant. L'approche corporelle directe consiste à toucher directement les organes génitaux ou les zones érogènes primaires de son ou sa partenaire. Alors parfois ça peut plaire, mais ça reste assez aléatoire. Le jeu peut être apprécié s'il n'est pas régulier et il peut être adapté, en tout cas il faut l'adapter au contexte. Mais il est rarement efficace sur le long cours. S'il est répétitif, il peut même être source de colère, de rejet, voire de frustration chez le ou la complice. Si l'un des partenaires est très tactile, qu'il va chercher régulièrement les câlins, des gestes de tendresse, sans se soucier réellement de l'état d'esprit de son partenaire ou de sa partenaire, il risque également de subir un revers, car pour lui, pour elle, cela n'a plus de sens et est potentiellement assimilé à une dépendance affective plutôt qu'à un partage. Il n'est pas improbable que cela soit vécu comme intrusif. Il est donc nécessaire d'apprendre à gérer l'espace de chacun. On arrive sur quelque chose qui est souvent moins facile à aborder en consultation par les patients. Il s'agit de l'attractivité. Alors, moi, j'appelle ça les moments glamour versus les moments glamour. Le manque de propreté, une mauvaise haleine, une mauvaise odeur corporelle, un laisser-aller physique, vestimentaire, mais aussi toutes les petites habitudes que l'on peut avoir solo, les rôles, l'épée, le fait de laisser la porte ouverte quand on va uriner ou autre. Toutes ces petites choses qui finalement, pour la majorité du couple, enfin des couples même, devraient être normaux, devraient être complètement naturels, ne le sont en fait pas sur le plan de la séduction. La séduction ne doit pas être considérée comme superficielle, mais il faut savoir justement écouter ce qui est important pour l'un et pour l'autre. Et si on ne fait pas attention, j'allais dire, à tous ces petits instants qui peuvent être des instants de laisser aller, le couple n'arrive pas, j'allais dire, à se retrouver dans une sorte de neutralité pour pouvoir poser, encore une fois, l'idée de la séduction. Le soin de soi, c'est aussi le prendre soin de l'autre. Ça doit résonner différemment quand on est, j'allais dire, dans tel ou tel contexte de vie. Bien évidemment, on ne va pas demander à tout à chacun d'être toujours au top de sa forme et au top de ses comportements. Par contre, de faire attention, d'être dans une démarche qui soit respectueuse pour l'un et pour l'autre. Respecter l'autre, c'est donc se respecter en se donnant de la valeur, donc respecter l'autre en lui donnant aussi de la valeur par ricochet. Dans l'idée d'une anti-séduction, mais aussi dans l'anti-désir, les individus doivent s'assurer de ne pas réveiller une image qui pourrait être une image un petit peu trop négative en se rendant séduisant, c'est pour soi, c'est pour se faire un cadeau, c'est aussi pour faire un cadeau à l'autre, pour pouvoir continuer à nourrir le couple et installer, encore une fois, l'idée de la séduction, comme je vous en parlais au début de la conférence. Alors, l'idée, c'est de tirer les bénéfices de tout cela et d'ouvrir le champ des possibles, de le rééquilibrer au fur et à mesure du temps pour avoir son propre rôle à jouer. Il y a un autre repère d'antiséduction qui est le dernier dont je voulais vous parler, qui là va se situer un petit peu plus au niveau verbal, c'est le tu qui tue. Le tu dans un contexte particulier d'expression d'affect négatif va anéantir en fait le rapprochement relationnel, voire intime. Il peut induire le fait d'accuser l'autre, de le critiquer, de lui reprocher d'agir, de parler. Culpabiliser, dévaloriser, voire humilier, déresponsabilise et frustre celui qui utilise ce mode de non-communication et ne résout aucunement le problème auquel le couple est confronté. La maladresse, la colère, les agacements peuvent apparaître quand la réalité vécue par le couple ne correspond pas aux besoins d'un des partenaires. Alors on pourrait imaginer qu'au fur et à mesure, l'antiséduction soit une forme de désamour, mais
dans l'idée de ce thème de séduction, c'est surtout ce qui va, vous l'aurez compris, empêcher l'un et l'autre des partenaires de se positionner dans l'idée d'une forme de séduction. Pour revenir notamment sur l'attractivité, qui est souvent extrêmement touchée dans la routine, dans le quotidien, on a vraiment du mal à amener cette idée de la séduction parce que on ne sait plus par quel biais passer, on ne sait plus quelle ficelle tirer en quelque sorte. Alors les conséquences de cette anti-séduction peuvent être lourdes dans la relation de couple. La tension peut augmenter jusqu'à l'évitement. Il peut y avoir des représailles, encore une fois un agacement au quotidien. Le sentiment amoureux et le désir sexuel sont en danger. C'est ce qui peut en fait amener à l'idée d'une possible séparation qui n'est parfois pas la pire des décisions quand ces repères d'antiséduction sont trop importants et trop imbriqués. Parfois, les deux partenaires interagissent. Parfois, l'antiséduction se passe en solo. Le manque de réactivité d'un partenaire peut causer une forme d'abandon de la séduction. Il faut pouvoir, en fait, se questionner, dans ce cas, sur l'état du couple. Ce qui est sûr, c'est que le jeu de séduction se fait à deux et que s'il n'y a qu'un des deux partenaires qui s'octroie la possibilité de s'investir, de se motiver, de mettre de l'énergie et du dynamisme dans la séduction, ce sera assez compliqué. Si les réponses aux attentes séductrices ne sont que des platitudes, si elles ne sont pas reçues, elles vont disparaître et le désir également. Et le sentiment amoureux peut également être touché sur du moyen, voire du long terme. Il s'agit donc d'un des piliers du couple, quand on parle de séduction, un tremplin qui va sceller un duo comme couple intime et pas comme uniquement, j'allais dire, comme un couple duo de partenaires, un couple de colocs, comme on peut dire, etc. Pour entamer un processus de séduction, il faut donc rétablir certains fondamentaux. Si l'environnement, les projets de vie, les désirs ne sont plus les mêmes ou plus exprimés, cela reste utopique. Quelles expériences, quelles perceptions, quelles habiletés on a pu développer d'un côté comme de l'autre? Il faut être dans un constat extrêmement réaliste pour pouvoir, amener au fur et à mesure l'idée d'une forme de séduction. Alors, il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes pour revenir sur l'idée même de la séduction. On va dire quelques règles de séduction. Ça peut être le fait de s'adapter en fonction du contexte, de l'âge, de son orientation sexuelle. Il faut pouvoir essayer de se démarquer. Être repéré, c'est avant tout montrer une aisance corporelle, mais aussi relationnelle. Communiquer avec son corps, avec ses attitudes, ses comportements, ses regards, ses mots, c'est faire passer le message principal de son intérêt à l'égard de sa cible. Un deuxième point intéressant en termes de règles de séduction, ça peut être le fait de se narcissiser, montrer ses lignes de force, être fier de s'exhiber avec ses atouts. Évidemment, avec, encore une fois, l'idée de savoir quels atouts on va montrer en fonction d'une séduction amoureuse ou génitale. C'est évidemment prendre soin de soi, comme je viens de vous l'expliquer, c'est mettre en avant son charme, se rendre attrayant, et il n'est pas question, encore une fois, de correspondre à une norme physique, sociale, mais bien de comprendre ce qu'est la séduisance qui domine, tout en faisant attention, en étant, dans l'action de séduire. La séduisance peut aider, mais c'est surtout l'action de séduire qui va avoir, un impact fort pour être repéré et pour accéder à son envie et à son besoin. Une autre règle, ça peut être d'être léger. L'intelligence sociale et relationnelle, c'est de ne pas alourdir les premières rencontres avec les attentes très précises, très précises et verbalisées. Ça doit rester joyeux, ça doit rester plaisant. Ne liez pas l'approche séductrice à une anxiété de performance. L'essence même
de la recherche, c'est d'être épanoui. N'asticotez pas, j'allais dire, votre cible potentielle avec une liste d'attente irréaliste. Sinon, on peut créer des doutes, des craintes, voire une peur. Une autre règle peut être le fait d'être centré. Je vous en parlais au tout début. Soyez clair avec vous. Si vous agissez en fonction de vos hypothétiques troubles, peur de la solitude, suivre la norme qui veuille qu'on soit en couple, etc., elle ne pourra de toute façon pas combler vos besoins. Cela vous appartient. Celui ou celle qui vous correspond n'est peut-être pas là où vous pourriez avoir la sensation de le trouver. Il va falloir peut-être un petit peu plus de temps, il va falloir peut-être se reconsidérer, regarder différemment. Il ne faut pas être dans l'empressement. Une autre règle, eh bien, ça peut être l'idée, j'allais dire, d'oser. Oser, c'est l'idée qu'on n'a rien à perdre. Oser, c'est se prendre en main. Le coup de foudre n'est pas courant, on n'a pas forcément la capacité de matcher hyper facilement en un rien de temps, en un clin d'œil. Quand ça arrive, eh bien évidemment, c'est facilitant. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on a la possibilité d'apprendre, d'expérimenter, de s'expérimenter à travers des essais de séduction. Si une personne vous fait vibrer, eh bien, c'est à vous de faire en sorte qu'elle vous apprécie et qu'elle vienne elle-même à en éprouver ce même sentiment, ce même ressenti. Parlez, riez, dansez pour concrétiser votre approche. Au pire, elle n'adhérera pas à votre ambition. Au mieux, vous aurez passé un bon moment et pris confiance en vous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous expliquer aujourd'hui sur le plan de la séduction. Donc, j'espère. Donc, félicitations, Mylène, pour cette belle conférence. Prenez soin de chacun et chacune d'entre vous. Au revoir.